Nous avons enfin, après un arc entier si je puis dire, Anne sur le devant de la scène. Mais à ce prix, oui mes amis, le prix à payer était bien trop élevé. Salut les pros, ici Bim, moi j'espère que vous allez bien, car ça va. Alors aujourd'hui nous nous retrouvons pour la revue du chapitre 99 des 4 chevaliers de l'Apocalypse. Les mots que je ne pourrais te dire, un chapitre assez sombre, mais aussi, si je puis dire, un peu intriguant, avec la mort de celui qui a dans le passé menti par amour, celui qui sait qu'il n'a aucune chance avec la meuf qui kiffe, celui qui possède une capacité de ténèbres et de lumière, et pas n'importe lequel, car il peut créer de la lumière ou de l'obscurité, vous aveuglant, oui mes amis, la mort du peuple normal, du peloton Tristan, Jade. J'essaierai de vous expliquer pourquoi je ne crois pas qu'il perdra définitivement la vie à ce stade du manga. Nous avons enfin Anne sur le devant de la scène, avec son nouveau power-up très intriguant, mais bon, nous allons parler. Et nous devons aussi parler du prix à payer énoncé par Guenièvre en défiant le destin, car ce chapitre nous le montre peut-être, ou du moins une partie, mais ne vous inquiétez pas, vous découvrirez tout cela au cours de la vidéo. Vous vous demandez peut-être pourquoi la vidéo est sortie plus tôt que d'habitude. Et bah, pour ceux qui se poseront la question, en fait, les spoilers du chapitre sont sortis le vendredi et les spoilers étaient juste le chapitre en entier. Je sais pas s'ils vont ajouter quelques pages au chapitre à la sortie officielle, car ces spoilers contiennent 20 pages, ce qui est bien évidemment le nombre de pages de presque tous les chapitres du manga, à l'exception de quelques-uns qui en ont moins ou plus. Donc j'écris cette vidéo en ayant traduit ces spoilers. S'il y a ajout de pages lorsque le chapitre sortira officiellement, alors nous pourrons en parler en commentaire. J'espère vous retrouver putain. Si vous aimez ce manga, laissez rapidement un gros pouce bleu sous cette vidéo, partagez-la, rejoignez cette bataille qui s'annonce peut-être palpitante en vous abonnant et en activant la petite cloche de notification. Vous ne serez pas déçus car c'est l'un des meilleurs soutiens de la chaîne. Alors merci à vous et merci à ceux qui sont déjà abonnés à la chaîne. Laissez un petit commentaire sur votre ressenti et autres concernant ce chapitre. J'essaierai de répondre s'il y a des questions, bien évidemment. N'hésitez pas aussi à rejoindre ma seconde chaîne, mon Twitter et mon Insta. C'est gratuit et ça me ferait énormément plaisir. Merci à ceux qui le feront. Et pour votre plus grand plaisir à vous, il y a aussi le groupe Discord et Facebook. Vous y trouverez peut-être votre bonheur. Tous les liens se trouvent en description. Sur ce, je vous souhaite une bonne vidéo. Déjà, côté page cover, nous avons un truc assez simple et nous pouvons déjà voir en analysant de plus près cette page une personne s'interposant pour prendre de plein fouet le coup d'Iseult. Le chapitre s'ouvre réellement avec un flashback d'Iseult, ouais, un flashback de lorsqu'ils étaient petits ou plus simplement de lorsqu'ils avaient rencontré Tristan. Donc nous les avons Iseult, Chiotte et Jade dans la forêt avec une Iseult rêvant d'épouser un prince dans le futur et elle a une vision du prince issu d'un livre là où il est écrit que lorsqu'une princesse est en danger, un prince accourt toujours à son secours, blablabla, on s'en fout putain. Alors Chiotte la dira de ne pas prendre ses rêves pour de la réalité car elle est une roturière, ce qui n'est pas complètement faux. Nous avons un Jade la disant qu'il la protégerait sans être prince. Elle proposera de rentrer car il y avait des créatures dangereuses qui pouvaient les attaquer et demandera s'ils existaient vraiment. Si je ne dis pas de conneries bien évidemment, peut-être que j'ai mal traduit. Nous avons un Chiotte disant qu'ils existaient car le père de Draydrin avait été maudit par l'un d'eux. Déjà de base, je les appelle de son nom, on s'en fout. Je sais juste que c'est l'époux de Véronica, la sœur cadette de Margaret, mais revenons un peu dans le chapitre. Alors, nous avons d'un coup un dragon, leurs attaquants. Nous avons ce même Jade qui avait dit qu'il protégerait Iseult sans être prince, prenant ses jambes à son cou et leur disant d'activer leurs jambes au lieu de beaucoup parler. Oui, c'est celui qui a déclaré pouvoir protéger Iseult sans être prince qui le dit. Alors en un instant, ce dragon sera balayé par un véritable prince venu pour les sauver en mettant Iseult sur son dos. Iseult, ayant perdu connaissance, lui prendra pour Jade et donc ce dernier la dira que c'était lui. Oui, Jade est un menteur. Mais bon, ce n'est
pas pour cela que je lui détesterai. Alors, nous avons un Jade chialant derrière en regardant Isolde sur le dos de Tristan qui est juste badass sur cette case. Sur cette page, j'ai juste kiffé. Mais arrêtons-nous quelques instants par là, car nous devons parler. Alors, personnellement, je ne comprends pas pourquoi Chiotte serait autant obnubilé par Tristan si c'est de cette façon qu'il leur avait porté secours dans le passé. Et pour ceux qui ne le connaissent pas, et le putain de Tristan a rencontré Tristan pour la première fois sans vraiment le connaître. Alors, nous n'avons eu aucune réaction jouissive de sa part pour ce sauvetage et juste comme ça, il devient obnubilé par Tristan. Dans le futur, non. Personnellement, je trouve ça incohérent. Concernant Isolde, ça pourrait le faire vu qu'elle est amoureuse de lui. Chiotte, Tristan, c'est juste chelou. Et voilà pourquoi je crois que la théorie énoncée par le créateur du groupe Facebook, Simon Natif, si je ne dis pas de conneries, concernant le pourquoi Chiotte est ainsi avec Tristan est peut-être vrai. Il avait énoncé que si je me rappelle bien évidemment, Chiotte fait tout cela pour renverser la couronne vu qu'il est l'héritier légitime du royaume de Lyonesse, avec sa mère étant la première princesse du royaume. Mais bon, il est encore en gosse pour pouvoir penser à ce genre de choses, car ce n'est pas aujourd'hui que Meliodas mourra, mais en fait, en y réfléchissant un peu mieux, si Meliodas n'a pas Tristan comme fils, si ce dernier, Tristan bien évidemment, perd la vie dans le futur, alors pour lui succéder, il faudra prendre quelqu'un d'autre. Et donc le choix le plus logique serait Chiotte. Donc cette théorie pourrait bien être vraie. Mais peut-être que je vois tant des conneries. Mais bon, allez quand même check le groupe Facebook. Le lien est en description. Voilà, c'est dit. Mais revenons un peu dans le chapitre. Alors, ramené dans le présent, nous avons un Jade prenant le coup destiné à Isolde. Son bide a donc été transpercé. Nous les avons étant juste horrifiés par ce qui venait de se passer. Nous avons bien évidemment Anne et Isolde. Et la bombe posée par Isolde sur le bras de Macduff explosant, emportant ainsi son bras. Alors nous avons une Isolde et une Anne, juste dépassées par le cours des événements, avec une Isolde disant à Jade de se réveiller, qu'elle partirait avec lui en rendez-vous s'il le faisait et qu'elle voulait savoir ce qu'il voulait la dire. Elle remarquera aussi qu'il ne respirait plus. Et au moment où Anne allait la dire que Jade est, oui, elle s'est arrêtée à car Isolde la dira de vite aller chercher Tristan. Alors nous avons une Anne dans une case magnifique, nous montrant un peu son état d'âme actuel, demandant à Macduff pourquoi il l'avait fait. Macduff la trouvera barbante et elle ajoutera vouloir écouter une réponse assez satisfaisante pour expliquer pourquoi il a fait cela à Jade. Macduff ne donnera pas de réponse, car selon lui, il n'était pas obligé de le faire, même si ça a grandement été faux. Et alors, d'un seul coup, son corps deviendra aussi lourd qu'une montagne rocheuse et il s'écroulera par terre. Nous allons parler de cette nouvelle capacité détenue par Anne, car c'est grandement intriguant. Nous avons alors le groupe Percy leur ayant retrouvé et en fin de chapitre, sans aucune explication, Anne prendra Percy dans ses bras et nous avons donné Nagiane et Chiotte étonnés avec un Chiotte affichant un visage différent de d'habitude. Voilà tout pour ce chapitre 99 des 4 chevaliers de l'Apocalypse. Ce chapitre perso, je l'ai particulièrement apprécié avec cette trame mélancolique, le flashback du passé et le nouveau power-up de Anne révélé pour le prochain chapitre. Attendons-nous à une illustration couleur et aussi à quelques nouvelles infos sur l'anime, peut-être un nouveau teaser, sait-on jamais, croisons les doigts. Alors le prochain chapitre a pour titre La flamme de la reminiscence et le mot reminiscence a un lien avec le passé si je ne dis pas de conneries. Donc le prochain chapitre, le chapitre 100 bien évidemment, aura peut-être un lien avec le passé, sait-on jamais. J'attends vos avis en commentaire et j'espère que Nakaba ne nous décevra pas pour le chapitre 100 du manga. Mais analysons et théorisons peut-être sur ces différents événements. En fait, j'attendais qu'Anne reçoive un coup de pouce pour ses délits depuis un bon moment maintenant. Mais cela m'a pris au dépourvu avec la façon dont c'était soudain. Je ne comprends pas très exactement ce qui se passe avec cette nouvelle capacité. Nous pourrions l'interpréter comme une extension de son détecteur de mensonges existant qui lui permet maintenant de forcer les gens à révéler la vérité et de les punir s'ils refusent. Un peu comme le commandement de Galande. Sauf que garder le silence ne fonctionne pas avec Anne. Le poids d'un mensonge et l'obscurité qu'Anne voit sur les gens pourrait également
en tenir compte. En d'autres termes, je pourrais aussi dire qu'elle projette le poids de la culpabilité ou du mensonge sur ceux qui les prononcent, ce qui est assez malade, fou, je sais pas quoi, je vous dis clairement. Cependant, refuser simplement de répondre n'est pas vraiment la même chose que mentir. Donc, cette capacité pourrait aussi être quelque chose de différent qui amènera la magie d'Anne dans une toute nouvelle direction, pour mon plus grand plaisir. Et en fait, la façon dont elle dit à Macduff de lui répondre ressemble presque à elle lui donnant un ordre à suivre, ce qui rappelle le sort d'ordre absolu de Chandler. Si vous vous rappelez bien, ce sort lui permettait de faire respecter n'importe lequel de ses ordres. Comme il était le démon le plus haut gradé, ce sort était extrêmement puissant. La différence étant que quiconque n'obéit pas à un seul de ses ordres meurt apparemment, instantanément. Ce qui n'est pas ce qui se passe ici avec le sort de Anne, car son sort augmente juste en théorie le poids du corps de la personne visée qui ne répond pas ou qui raconte des mensonges à ses questions. Mais bon, peut-être que je ne fais que vous raconter des conneries. J'attends vos avis en commentaire et s'il y a des questions, n'hésitez pas. Avant d'aller plus loin sur la vidéo, je vous rappelle juste que si vous ne l'avez pas encore fait, laissez un gros pouce bleu, partagez et abonnez-vous. Et après cette vidéo, allez jeter un coup d'œil sur mon Insta, mon Twitter et ma seconde chaîne. Alors la magie mystérieuse d'Anne élargie comme celle-ci met en évidence le potentiel de croissance du noyau de la distribution de soutien de la suite. Naisienne peut étendre son arsenal en découvrant de nouveaux types de poisons et de potions. Shiot peut probablement faire quelque chose de similaire avec sa magie en collectant plus d'esprits et peut-être aussi des démons. La magie bombe d'amour d'Isolde, je sais pas si c'est vraiment ça le nom de la magie, mais en anglais c'est Love Bomb. La prononciation est à revoir, mais bon, on s'en fout un peu. Alors, sa magie est alimentée par ses sentiments pour Tristan. Alors, qui sait à quel point elle peut être puissante. La télékinésie est généralement traitée comme un pouvoir mental, de sorte que Donnie pourrait devenir plus fort simplement en aiguisant sa détermination et sa concentration. En passant, je ne veux pas voir les niveaux de puissance littéraux redevenir importants, mais cette idée me rappelle en quelque sorte la vague statistique d'esprit qui faisait partie de ce système. Le petit chat, 4 ou 4 palots, je sais putain, avait la statistique d'esprit la plus élevée de tous les personnages et il était également capable d'utiliser la télékinésie. Alors peut-être qu'il y a quelque chose, je sais pas. Quoi qu'il en soit, nous avons enfin Jade qui est le seul membre du groupe principal qui n'a pas de moyen clair de devenir beaucoup plus fort. Vous pourriez considérer cela comme un indice que Nakaba envisage de le tuer. Mais en même temps, nous ne savons pas encore grand chose sur sa magie ou ses limites. Mourrait-il vraiment avant même de révéler toutes ces choses peut-être intéressantes sur lui et son nom de famille? Je sais pas, je ne pense pas. Voilà pourquoi je pense que Jade vivra probablement. Mais j'espère que la méthode utilisée pour le faire revivre aura une sorte de limite ou d'inconvénient. Il est difficile de maintenir le moindre sentiment de danger s'il est facile de tromper la mort. Dans ce cas où ce serait Percy qui lui ramènerait à la vie, car c'est le choix le plus logique et clair. Alors lui concernant, il a une fois retiré la force vitale de la main de Shiot, puis on l'a renvoyé. D'une manière ou d'une autre, il y a eu un échange équivalent. Peut-être que pour ressusciter Jade, il doit échanger la vie de quelqu'un d'autre, comme Macduff. Oui, c'est le choix le plus logique. Car Tiny est pour moi juste une nouvelle prisonnière avec qui ils pourront se rendre à Camelot, même si elle s'évadera probablement, car ils ne vont pas attaquer Camelot de sitôt, ou du moins ils n'ont pas encore les capacités adéquates pour le faire. L'eau est une source d'informations concernant le monde des démons et probablement la future campagne du peloton de Tristan. Macduff est le seul des trois à être désormais inutile. Bien que je sois plus enclin à penser que lorsque Perceval ressuscitera Jade, il pourrait sans le savoir prendre la vie de Macduff, ce qui serait juste hyper cool, car il ne saura pas directement qu'il a tué Macduff pour ressusciter Jade, et ils pourront aussi penser que ce dernier est mort à cause des blessures et autres infligées par Isolde. Donc le groupe ne va pas savoir ce qu'il a fait et le voyage continuera sans savoir cette capacité pour attendre sa révélation au cours d'un truc beaucoup plus important. De plus, Jade pourrait hériter de ses capacités de suppression du sang, ce qui augmenterait son power-up, car vraiment avec ce que nous avons vu de sa magie, excusez-moi pour ce que je vais dire, pour ceux qui kiffent bien évidemment le perso, dans moi,
mais je ne comprends même pas comment il a fait pour devenir chevalier sacré. Mais sinon, comme explication, je dirais que c'est juste parce qu'il était ami avec le prince Tristan. Donc ce sont ses connaissances, ses relations qui ont joué en sa faveur, car lui, c'est paysan qu'il devrait être avec sa magie. Mais bon, peut-être que sa magie cache encore des secrets, même si personnellement je reste sceptique à ce sujet. Donc qu'il ait la capacité magique de Macduff l'aiderait grandement. Peut-être que je me trompe et que nous aurons un père si nous pouvons lui soigner et en Tristan arrivant pour le soigner. Ou nous allons juste voir un Jade mort, même si je ne le pense pas. Mais avec tout cela, personnellement, je veux juste que Jade vive, simplement pour qu'il grandisse par lui-même et parce qu'il est attachant malgré ce mensonge enfantin. Aussi pour ne pas être le dispositif symbolique du blocage de romance entre Tristan et Isolde. Ce flashback et son engouement généralement infructueux pour Isolde depuis son enfance ne brosse pas un tableau plein d'espoir pour Jade. Mais écouter son développement ici serait ennuyeux puisqu'il est assez clairement, je le pose juste là, le Hauser de ce groupe et qu'il mérite mieux. Mais bon, prenez ce que je viens de vous raconter concernant sa possible survie et des différentes raisons montrant pourquoi il doit vivre avec des pincettes. Mais bon, je vous dis juste pour être sincère avec vous, en fait, si c'était Chiotte qui s'était retrouvé dans cette situation, alors j'aurais très clairement essayé de trouver des bails montrant le pourquoi il devrait mourir et sans déconner, j'en aurais trouvé beaucoup. Car ce personnage est une catastrophe ambulante. Mais bon, si c'était Chiotte qui s'était retrouvé dans cette situation, aurez-vous voté pour qu'il vive ou pour qu'il meure? J'attends vos réponses en commentaire. Alors, il est étrange qu'à la fin du chapitre, ils aient mentionné le prix pour vaincre les chevaliers du chaos. Peut-être que Guenièvre était inquiète pour le quatuor, surtout de Lancelot, lorsqu'elle a averti Arthur qu'il y avait un lourd prix à payer pour changer le destin. Parce qu'il n'y aurait aucune raison pour elle de paniquer si seulement Arthur recevait des dommages pour avoir interféré avec le destin. Puisque chacun de ses échecs ne profite qu'au quatuor ou à elle. C'est peut-être à cause du fait que chaque camp paie le prix lorsque le destin change, comme le quatuor, Arthur et aussi le clan des démons. Il est donc probable que l'eau, en tant que principal coupable de tous les événements, subisse une lourde punition et en perdant peut-être tous ses amis qu'elle a tenté de sauver. Soit à cause de la magie d'Arthur, soit aux mains de chevaliers ou des chevaliers du chaos qui pourraient éventuellement apparaître lorsque le quatuor ramènera ces 5 démons à leur état antérieur. Concernant Arthur, le prix le plus élevé à payer, à attendre de lui est que les héros soient poussés au-delà des limites de leur capacité actuelle et se développent de plus en plus rapidement. Dans la timeline précédente des événements, Lancelot s'occupait de tout lui-même et donc il n'a pas eu besoin d'autant de puissance et de croissance de capacité que ses compagnons. Mais avec cette torsion ou cette nouvelle timeline, Lo arrive à trahir Arthur en toute sécurité et Naisienne et Anne obtiennent plus de puissance pour combattre efficacement les sbires d'Arthur, s'éloignant progressivement du soutien et des boosters de Percy et devenant ainsi des coéquipiers beaucoup plus actifs. Les autres sont obligés de surmonter des sorts qui émoussent les sens, un peu comme lorsque Mélas, Diane et Elisabeth ont été confrontés à l'hypnose de ruine près de Bast. Donc ça pourrait bien être cela le prix qu'Arthur paiera dans le cas où tous les camps concernés devront payer un lourd prix pour changer le destin. Et si vous avez bien compris, pour nos héros, ça a été la mort de Jade, leur prix pour repousser leurs assaillants. Donc ce qui voudrait dire que Jade ne reviendra peut-être pas. Mais bon, c'est un jamais. Peut-être qu'il va revenir et que je vous raconte un peu des conneries. Mais en mettant un peu de côté ma haine envers Chiotte, car je lui déteste énormément, en fait, maintenant qu'il y a son ami d'enfance et pas Percy, son villa devant lui, quelle sera sa réaction? Peut-être qu'à travers cette réaction, j'arrêterai de l'appeler Chiotte et je prononcerai vraiment son prénom qui est Chiotte. Non, non, je ne peux pas le dire correctement car il est juste trop con. 4つの厄災で世界を滅ぼす4人の聖騎士。てめえがその一人